Bienvenue à tous, à toutes et à tous pour ce comptoir. On va pas passer 3 heures à se présenter, peut-être juste de dire que, Reynald et moi-même, nous, sommes intéressés par le sujet depuis à peu près 3 ans, et on est heureux de voir qu'il y a de plus en plus d'engouement sur ce sujet. On se sentait un peu seul, pour tout vous dire, il y a 3 ans qu'on a démarré, les travaux qui consistaient à ouvrir le capot, des réseaux de neurones, ouvrir le capot des algorithmes de machine learning avec un regard un peu neuf, celui de se dire: «Tiens, en fait, ça consomme combien?» au-delà de la performance fascinante qu'il y a derrière les réseaux neuronaux. Et on a envie de vous partager alors dans un temps très, très, très restreint, puisqu'on a de quoi tenir 2 jours, mais on va essayer en 25 minutes, vous donner un petit peu un aperçu du contenu qu'on a un peu découvert ces dernières années et vous donner un petit aperçu de peut-être ce qui nous attend dans les prochaines années, puisqu'il y a des choses à la fois inquiétantes, mais à la fois très inspirantes. Alors, je vais commencer la première partie, puis je passerai la parole à Reynald dans normalement 15 minutes, puisque je suis normalement imperturbable sur le temps. Je me mets juste un petit chrono parce que je me connais un peu quand même. Alors, vous reconnaissez sans doute Alan Turing. Depuis le temps, on disait souvent que c'est le père de l'IA. Maintenant, c'est le grand-père, hein, parce que ça commence à dater un petit peu. Et je vous fais l'affront juste de vous rappeler ce fameux jeu de l'imitation. C'est parce que c'est comme ça qu'il avait inventé, qu'il avait appelé à l'époque. Donc c'était l'idée selon laquelle il voulait choisir l'humain comme maître étalon de l'intelligence artificielle et on disait qu'un ordinateur passe le test de Turing si au bout d'un certain temps de conversation, vous, en tant qu'humain, êtes incapable de savoir si vous êtes en train de dialoguer avec une machine ou avec un humain. Il ne vous a pas échappé que ChatGPT, que vous utilisez sans doute depuis quelques mois déjà, passe sans équivoque le test de Turing. On a tous été bluffés pendant plusieurs heures à dialoguer avec quelque chose qu'on a parfois du mal à qualifier. Alors, notez, s'il vous plaît, que le test de Turing se focalise sur un point en particulier, uniquement sur l'interaction. Donc, c'est vraiment l'interaction qui intéressait Turing et pas du tout la façon de résoudre le problème. Je le dis autrement, vous pouvez passer le test de Turing avec un espèce d'ordinateur à la Asimov, à la Kubrick, qui a une conscience, une intelligence artificielle forte, proche de ce qu'on a dans notre boîte crânienne, ou alors un espèce de calculateur brute force qui aurait appris tout Internet. Bonjour, je viens juste de Alors, faire un petit coucou. alors Merci pour les clés. pas de souci, je t'en prie, hein, si je peux rendre service. Alors, ce degré de liberté offert par Turing a eu énormément d'effets de bord. Et c'est pour ça qu'on peut commencer comme ça demandait beaucoup de sacrifices. Et le test de Turing, comme vous le savez, il est orienté sur le langage, mais il y a un pattern qui reste le même pour tous les autres types d'intelligence artificielle. C'est que nous n'avons que 2 points de rencontre entre l'artificiel et le naturel, au début et à la fin. Et je dis le naturel pour éviter de dire les neurosciences, parce qu'il y a quand même un champ nouveau qui vise à se dire que finalement, l'intelligence artificielle a intérêt à s'inspirer d'autres sources dans la nature et pas seulement les neurosciences, et notamment les sciences physiques. On va le voir dans un instant. Alors voilà, j'évoque un petit peu le premier point de rencontre et le second point de rencontre, parce qu'on va s'intéresser au troisième qui n'existe pas encore. Alors, le premier point de rencontre, c'est l'inspiration. Vous avez sous les yeux un certain nombre de... Vous reconnaissez peut-être un certain nombre de choses. Vous avez les premières expériences, là, dans les années 60, sur le cortex visuel du chat qui ont permis de donner le réseau convolutif, hein, la première version de Fukushima. Vous avez une fonction d'activation à droite qui, comme par hasard, ça marche mieux parce qu'elle est inspirée de la façon dont nos neurones s'activent. Vous avez peut-être reconnu la molécule de la dopamine qui a inspiré l'apprentissage par renforcement. Alors, ça, c'est un peu nouveau. Peut-être, si vous suivez l'actualité, vous reconnaissez peut-être un ver qui a fait parler de lui parce que c'est le ver dont est reparti le MIT. C'est un ver qui a 350 neurones. Et le MIT est reparti pour downsizer complètement des réseaux de neurones et avec des résultats qui sont assez inspirants. Alors, cette inspiration, dans la nature, elle laisse présager quantité de choses parce que, moi, je vous le dis sans équivoque, la nature est optimale. Alors, certains qualifieraient ça d'hypothèse. Moi, j'ai envie de dire c'est un fait. La nature est optimale par rapport à son efficacité énergétique. Et en fait, quand vous soulevez le capot de la nature, vous avez des processus qui suivent des minimums d'énergie partout dans la nature. Et ça nous intéresse drôlement. Mais seulement, voilà, on est sur le premier point de rencontre, c'est uniquement l'inspiration. Alors, j'arrive sur le dernier, le deuxième point de rencontre, c'est le résultat. Alors, j'ai choisi de focuser uniquement sur des intelligences artificielles qui font des tâches dévolues à l'homme. Quand je dis l'homme, à l'humain, hein, j'entends. Et on sent que le territoire qui reste l'exclusivité de l'être humain, de la conscience humaine, se réduit comme peau de chagrin.
Alors, si je regarde uniquement l'œil et le langage, puisque ce sont quand même deux territoires conquis par l'AI ces dernières années, l'œil, on peut considérer que c'est un problème résolu par l'intelligence artificielle. Voilà, ça ne sert à rien de chercher midi à 14 heures. Lieu de meilleure détection, travailler des fréquences plus hautes, on a dans des espaces de plus grande dimension, une réactivité plus forte, l'œil, c'est fait. Alors, le langage, on peut le qualifier de in progress. Et alors, on peut se demander pourquoi, parce que, alors peut-être parce qu'on connaît moins les processus biologiques derrière le langage. Figurez-vous qu'on ne sait toujours pas quelle est la langue par défaut de l'humanité, par exemple. Voilà, donc, on ne sait pas vraiment comment est-ce qu'on apprend. Alors, on met une progresse alors que tous, on a été épatés par ChatGPT et ses enfants. Et ce qu'on pense être l'aboutissement technique de plusieurs années de recherche, en fait, se révèle plutôt être une naissance. En fait, si on compare ChatGPT à une autre prouesse technique, c'est pas Neil Armstrong sur la Lune, c'est Gagarine dans l'espace. Et alors, si vous vous amusez à regarder un peu ce qui s'est passé dans les années 60, bah, c'est une triste nouvelle pour la planète et pour la consommation énergétique, parce que la sortie de Gagarine dans l'espace a changé complètement la vision des États-Unis. Et alors, évidemment, il y a des prouesses technologiques à la clé, mais avec quelques tonnes de CO2 à la clé. Alors, pourquoi on dit ça? C'est que la sortie de ChatGPT a généré une sorte de conscription chez tous les acteurs technologiques qui a été induite par une forme de guerre enclenchée par OpenAI. Vous regardez, en fait, en ce moment, il y a des signaux un peu noirs chez les acteurs du web qui mettent beaucoup moins de focus sur l'éthique, sur des considérations green, parce que tout simplement, il y a la suprématie de l'intelligence artificielle en jeu. Alors néanmoins, la maîtrise du langage, c'est un pas majeur qui a été franchi depuis novembre 2022 avec la sortie de ChatGPT. Et on n'est pas loin d'avoir une convergence sur ce point de rencontre entre l'artificiel et le naturel. Alors maintenant, entre les deux, les amis, c'est le fossé. Voilà, c'est le fossé. On a entre les deux un focus exclusif sur la performance. Le degré de liberté que nous a laissé Turing, il a été largement exploité. Bon, j'invoquais Turing, j'invoque aussi Tom Mitchell. Vous avez la définition sous les yeux du machine learning. Vous regardez, on ne parle que de performance. On introduit la notion de performance. Vous n'avez pas le moindre clin d'œil à l'efficacité énergétique qu'il faudrait mettre en face de l'atteinte de ces performances. Donc voilà, en 98, peut-être, lorsqu'il a sorti cette définition, il lance peut-être toute une génération de data scientists dont vous faites sans doute partie dans une course, celle de la recherche de la performance. Alors, et si on invoquait un troisième point de rencontre, est-ce qu'il est possible de réconcilier performance et efficacité énergétique? Déjà, est-ce qu'on pourrait qualifier le coût d'une intelligence artificielle? C'est pas facile. Reynald vous montrera tout à l'heure, quand on questionne ChatGPT sur sa consommation énergétique, c'est compliqué d'avoir une réponse. Alors, ce papier est sorti assez récemment et s'est vite imposé comme étant un papier de référence sur le sujet. Alors, on apprend une chose terrible, c'est que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, à peu de choses près, c'est ce qu'ils appellent du RAID AI. Donc, autrement dit, plus de moyens de calcul, plus de GPU, plus de flops, etc. Et on arrive ainsi à acheter des résultats encore plus convaincants. Et ils se sont intéressés à se dire, tiens, en fait, le coût d'une AI, ça évolue comment? En fait, c'est pas idiot. C'est faux comme tous les modèles, mais celui-là est utile. Il dit que l'AI croît linéairement avec ses trois grandeurs. Le coût de processing d'une seule observation. Autrement dit, je fais un aller-retour, enfin, je fais un aller comme ça d'inférence dans un réseau de neurones. Tiens, ça c'est E. La taille du dataset. Évidemment, vous savez que plus on a de data, c'était la définition de Tom Mitchell, meilleure sera la performance. Et puis, une grandeur qu'on oublie souvent, qui est un peu cachée, c'est le nombre d'expérimentations, toute la R&D qu'il y a derrière le design des architectures de réseaux de neurones en particulier, etc., etc. Alors, comment est-ce que nos IA ont évolué sur ces trois axes ces dernières années? Écoutez, c'est sans équivoque. Nous avons explosé les compteurs sur E, sur D, sur H. Alors bon, parfois, je vais peut-être vous donner les sauts. Alors, entre BERT et GPT-2, on fait x4 sur la taille. Entre GPT-2 et GPT-3, on fait x120. Et GPT-4, il est difficile d'avoir des informations, mais on n'imagine pas avoir un tout petit réseau de neurones qui va faire tourner GPT-4. Donc, on explosion sur la partie coût de processing. Sur la taille des datasets, là encore une fois, à un moment, on va finir par lire tout Internet. Et en tout cas, on assiste encore une fois à une explosion. D'ailleurs, ironiquement, c'est peut-être ça la prochaine limite des LLM. C'est le fait de savoir que vous tous, là, ici, vous n'avez pas assez écrit dans l'histoire de l'humanité pour donner à manger à nos réseaux de neurones actuels. Bon, et sur le H, alors autant ne pas en parler, on peut simplement imaginer, parce qu'on a très peu d'informations sur ce sujet, mais on peut imaginer que des quantités phénoménales de flops ont été dépensées pour trouver les bonnes architectures de réseaux neuronaux. Alors oui, le fossé s'est creusé, et certains ont essayé de qualifier, notamment Yoshua Bengio,
un des détenteurs du prix Turing, a pas mal travaillé sur, de se dire, bah, tiens, en fait, si je devais qualifier ce fossé, voilà, donc il y a 6, 7, 8, 10, une dizaine de gaps. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un petit peu technique, mais j'ai juste envie de vous poser une question pour que vous puissiez vous-même qualifier le gap. Et si vous touchez un petit peu au réseau de neurones, vous focalisons un tout petit peu sur le problème de la target, la fameuse cible. Est-ce que vous vous rappelez comment vous avez appris à percevoir votre environnement quand vous étiez gamin? Voilà. Comment est-ce que vous avez appris à voir? Alors, sans doute, vous n'avez pas trop de souvenirs de ça, mais en tout cas, vous vous rappelez sans doute de la façon dont vous n'avez pas appris à voir. Vous n'avez pas passé en revue des millions d'images avec, pour chacune d'elles, la réponse explicite de ce qu'elle contient. Ce n'est pas ce que vous avez fait. Et vous savez très bien que c'est exactement ce qu'on fait quand on apprend un réseau convolutif à voir. Vous savez très bien que vous n'avez pas appris à parler avec une espèce de Transformers dans votre tête en disant tiens, quel est le token d'après, etc. Il y a des choses beaucoup plus fluides et beaucoup plus efficaces qui se sont passées dans notre cerveau. Alors, pour résumer, hein, c'est plus on a cherché à avoir des résultats proches de l'œil humain, plus on a cherché à avoir des résultats proches du langage, plus on a creusé le gap d'efficacité énergétique entre l'artificiel et le naturel. Alors oui, on a utilisé, on a exploité ce degré de liberté offert par Turing. Alors, ce troisième point de rencontre, ce serait quoi? Et je terminerai dessus. J'ai envie d'invoquer Jeffrey Hinton, que vous reconnaissez peut-être, qui est quelqu'un il a été inspirant toute sa vie, il est particulièrement inspirant en ce moment. Jeffrey Hinton a quitté Google ces derniers mois là, pour pouvoir se consacrer à une forme d'alerte. Alors, vous savez que parmi les 3 prix Turing, il y a Yoshua Bengio, Jeffrey Hinton qui nous disent attention, l'IA qu'on est en train de faire, elle peut être dangereuse pour l'humanité, pour la planète. Et puis de l'autre côté, il y a Yann Lequin qui fait un peu cavalier seul, rejoint par Andrew Ng, et qui nous dit non, non, il n'y a pas de souci, on va résoudre tous les problèmes de l'humanité. Donc, bon, entre les deux, il y a sans doute un curseur à positionner pour avoir une vision équilibrée. Mais en ce moment, Jeffrey Hinton nous parle de Mortal Computer. J'avais envie de vous évoquer ça ce matin. Alors, avant de parler des Mortal Computer, on l'oppose à l'immortalité. Et aujourd'hui, nous avons créé des systèmes d'information et des applications immortelles. Nous avons des intelligences artificielles immortelles. En quel sens? Nous avons séparé le hardware et le software. Chacun vit sa vie de son côté. Vous pouvez avoir un upgrade de l'un par rapport à l'autre. Et en fait, vous pouvez avoir une forme de copie infinie d'un code qui peut vivre de façon déterministe sur quantité de hardware différents. Et en plus, je le prends, je le copie, j'ai exactement la même chose. Alors, ce découplage, il est rendu possible par quantité de couches. Appelons ça le digital. Alors, si vous me permettez, j'ai envie d'appeler ça l'API qui permet de dialoguer avec la nature. Parce que fondamentalement, quand vous faites de l'intelligence artificielle, vous le savez très bien, quand vous faites n'importe quelle application, au moment où il y a bien des électrons qui passent quelque part. Et les électrons qui trouvent leur place comme ça naturellement dans un circuit électronique, ça, c'est foncièrement optimal. On ne peut pas faire mieux que ça. Alors, cette API qu'on a créée au-dessus des électrons, au-dessus de la nature, elle a apporté quantité de choses. Elle a levé les contraintes de l'analogique, du matériel, du circuit électronique. Vous pouvez aujourd'hui coder sans être un ingénieur électronicien. Vous avez le déterminisme, parce que le matériel analogique, il est non déterministe, il est non répétable, dû au processus industriel. Si vous commandez 1000 résistances, 1000 condensateurs, vous n'en aurez pas une qui sera exactement égale à l'autre. Et on sait très bien que le virement bancaire, par exemple, a besoin de déterminisme. Voilà, si je veux faire un virement de 1000 euros, si vous devez faire un virement de 1000 euros, c'est mieux comme ça, j'ai envie que ce soit 1000 euros et pas 992. Mais le machine learning n'a pas besoin de ce déterminisme. En fait, ces marges d'erreur induites par l'analogique seraient complètement noyées par les marges d'erreur qu'on a déjà. Enfin, aujourd'hui, on utilise tous des LLM qui hallucinent en permanence. Alors pourquoi ne pas, vous voyez, on n'a pas besoin on n'a pas besoin de cette API. Et si on enlevait les contraintes? C'est ça en fait l'idée de Jeffrey Hinton, et de se dire, tiens, est-ce que je ne pourrais pas créer des appliances qui finalement seraient plus proches en plus de ce qu'on a là-haut, parce qu'on n'a pas de découplage entre la matière neuronale et puis les neurones, hein. En tout cas, personne n'a réussi à le faire jusqu'à maintenant. Allez, je termine là-dessus. Alors, le slide est un peu compliqué, je vais pas trop le commenter, mais il y a déjà des gens qui commencent à… Là, par exemple, ce sont les travaux d'un chercheur français qui s'appelle Benjamin Sellier, qui est en train d'implémenter ça dans une start-up aux États-Unis, qui vise à faire des puces analogiques qui implémentent en apprentissage et en inférence un apprentissage qui exploiterait les équilibres naturels qui se font dans un circuit électronique. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on fait du deep learning, franchement, ça paraît compliqué. Mais dans les faits, les opérations mathématiques qu'on fait, ce sont des additions et des multiplications. Alors, pour faire une addition, quand on prend l'API qui est au-dessus de la nature, il nous faut une 50aine de transistors pour faire une bête addition, garantir le fait qu'elle soit déterministe. Dans le domaine analogique, je vous rappelle, voilà, la loi des nœuds. Hein, j'impose un courant I1, un courant I2, je mesure, ça y est, j'ai fait mon addition.
La loi d'Ohm, hein, vous n'êtes pas levé ce matin en disant tiens, on parlerait de la loi des mailles, la loi des nœuds et de la loi d'Ohm ce matin. U égale RI, vous connaissez ça depuis que vous êtes gamin. C'est 1000 transistors qu'il faut pour faire aujourd'hui une multiplication déterministe si on requête l'API qu'il y a au-dessus de la nature. Aujourd'hui, vous imposez un courant I, une résistance R qui est variable, et puis vous mesurez l'intensité, vous avez fait votre addition. Si on fait ce genre de choses, on n'est pas 10 fois plus efficace, on n'est pas 100 fois, on est des milliers de fois plus efficace que le matériel qu'on a aujourd'hui. Et alors, c'est pas pour tout de suite, mais c'est en cours. Et c'est pour ça, souvent, j'aime bien parler de ChatGPT que j'utilise comme vous, comme étant un enfant grand prématuré. Parce que, vous voyez, on était en train de construire une superbe clinique, une super maison où ce bébé aurait pu grandir. Bah, finalement, il a dû accoucher sur une banquette de voiture, la banquette arrière d'une voiture et grandir dans un hall de gare. On était en train de construire le matériel qui permettrait de faire l'AI de troisième génération et malheureusement, c'est sorti un peu trop vite. Alors, il y a deux paris peut-être à observer à moyen terme. Le premier pari, c'est qu'il faudrait qu'on se redirige vers une datation sous contrainte. Aujourd'hui, la datation, c'est sans limite. Vous voulez des moyens de calcul, pas de souci. Vous allez sur votre fournisseur de cloud. Vous voulez une armée de GPU, pas de souci. Ce n'est qu'une question de coût. Et donc ça, c'est dommage. Considérez que le flop est un investissement dont il faudrait mesurer le retour dans le bilan d'une triple compta, par exemple. Et puis le deuxième pari, c'est ce lien beaucoup plus fort entre hardware et software. Et là, ce serait une sacrée révolution parce que vous êtes ici soit des spécialistes du hardware, soit du spécialiste du software. Les mondes sont séparés, les industries sont séparées, les formations sont séparées et le savoir est séparé. Et se diriger petit à petit vers le mortal computer. Et je vous laisse avec cette dernière petite pensée pour ma part, c'est que le mortal computer, il y a peut-être ceci d'incroyable, c'est que ce n'est pas un pas en arrière. On n'est pas en train d'appeler « Ah, il faut stopper les recherches en AI ». Moi, j'adorerais qu'un jour, on ait une intelligence artificielle générale et donc encore plus proche de l'être humain. Et finalement, la dernière chasse gardée aujourd'hui de l'être humain, peut-être que ce sera la conscience. Mais considérons que la mortalité est précisément la chasse gardée des êtres conscients et qu'un premier pas vers la conscience serait peut-être de donner de la mortalité à nos intelligences artificielles. En attendant, qu'est-ce qu'on fait, Reynald? Merci Eric. Oui, c'est une très bonne question. En parallèle de ce travail de recherche, on a voulu aussi savoir ce qu'on pouvait déclencher dès maintenant et pas rester juste en constat, mais passer à l'action, j'ai envie de dire, à la fois pour nous-mêmes et les clients qu'on accompagne. Alors, dans cette seconde partie, donc, on va adresser pourquoi et comment je peux faire du Green AI. Et puis, s'il nous reste un petit peu de temps à la fin, en rebondissant sur ce que vous vient de vous dire, Eric, on parlera un petit peu d'architecture matérielle parce que c'est effectivement important de comprendre que ça évolue, mais on est déjà dans quelque chose qui sera sur du plus long terme. Alors, l'IA, vous utilisez probablement certains d'entre eux. Non, si tu veux rester sur le précédent, Eric, je vais arrêter de bouger, comme ça évitera. L'IA, c'est un peu comme le pharmacon de mer. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le pharmacon de mer. C'est ce qui explique qu'une substance, par exemple, peut être à la fois une potion et un poison. Et ça s'applique complètement à l'IA parce qu'on peut très bien utiliser, c'est fait de plus en plus, l'IA pour faire du green. Donc, utiliser l'IA comme un outil pour diminuer son empreinte carbone. Par exemple, éviter d'envoyer trop de camions sur les routes en ayant des prédictions de vente et en optimisant son système de supply chain. Ça, ce qui intéresse beaucoup, donc c'est la finalité du geste de l'IA. Là, on ne s'intéresse pas beaucoup, et c'est pour ça que nous, on s'y est intéressé, c'est au geste lui-même. Voilà. Comment cette IA, qui est une application, qui est un programme, quel est l'impact de cette IA en termes d'écologie, en termes de CO2, en termes d'eau et d'énergie. Et c'est ça qui a guidé notre réflexion. Il y avait une question tout à l'heure dans le chat qui effectivement posait la question, est-ce que ça vaut le coup de pousser nos modèles d'IA à fond? Et on a fait quelques constats en tant qu'ancien Kagler avec Eric. Eh bien, on s'est aperçu que nos modèles d'IA dans des compétitions ont poussé les curseurs au maximum pour avoir des modèles très performants. On ne s'occupait absolument pas de l'empreinte carbone, à ajouter des modèles, à ajouter des paramètres dans nos modèles, à faire du feature engineering évolué. Et on a fait le constat qu'on pouvait très, très facilement augmenter de 50% le CO2 de notre modèle pour avoir une performance de 0,3 points. Alors, on va voir que 0,3 points, ça peut être très bien, comme ça peut être tout à fait insignifiant. Et là, on va faire le lien avec la dimension métier. À quoi répond cette IA? Et est-ce que ça vaut le coup d'investir finalement ces 50% de CO2 dans ces 0,3 points de performance supplémentaire?
On a fait le constat aussi que, bah, que nos IA aujourd'hui, même si on voit que ça scale beaucoup dans les entreprises, il y en a certaines qui ont des centaines de modèles en production. Il y a beaucoup de métriques pour les surveiller, ces IA, mais il n'y en a aucune aujourd'hui qui mesure l'empreinte carbone et la consommation énergétique de nos IA. Et de comparaison, on va revenir un petit peu sur GPT-3, hein, qui est l'ancêtre de ChatGPT, qui est tout petit, hein. Je ne sais pas si vous avez le schéma en tête. Il y a un gros rond, on voit souvent un gros rond noir sur ChatGPT, puis un tout petit rond sur GPT-3. Et GPT-3, pour l'entraîner, c'est 85 tonnes de CO2, rien que pour l'entraîner. Et on sait que ces modèles-là, ils vont consommer à peu près 10 fois plus, une fois la phase d'entraînement passée, une fois qu'ils seront utilisés par vous, par moi, en production, et bien là, ça va multiplier la consommation de ce modèle par 10, tout simplement, parce que ces modèles sont très, très utilisés. On s'est dit, OK, bon, nous, on est des data scientists, bah, comment demain intégrer cette dimension Green AI dans notre processus de construction de notre IA. Et on est abouti à un de ces schémas-là. On y retrouve au milieu tout le cycle, hein, c'est un cycle, c'est assez itératif, la mise au point d'une IA. Et on s'est dit, OK, sur quelle phase on a besoin d'adresser et d'intégrer de l'éco-conception de nos IA. Et on a fait comme ça un listing. On a aujourd'hui un petit peu plus d'une dizaine d'outils qu'on va utiliser, qu'on va mettre à disposition des data scientists dans ces différentes phases pour lui faire poser les bonnes questions. OK, est-ce que j'utilise un modèle de tel type? Est-ce que je fais un feature engineering de tel type? Là, je vois que j'augmente ma performance, mais j'ai augmenté mon dégagement de CO2 par 2. Donc voilà, donc on a mis en place autour de ce cycle d'éco-conception un ensemble d'outils qui sont prêts à être déployés, à être utilisés pour que le data scientist prenne en conscience les choix qui vont guider la mise au point de son IA. Et on va voir que, donc je vais pas revenir dessus. Alors je vais zoomer sur un quand même qui est le choix, l'outil numéro un, enfin on va dire la démarche numéro 1. Je vais vous l'introduire dans le slide suivant. C'est le choix du modèle et de la performance algorithmique. Alors on s'est amusé finalement, à gauche on retrouve, vous savez ce qu'on retrouve sur nos frigos, sur nos fours, voilà la consommation énergétique de notre frigo, donc on va de A à G, puis, bah, il y a du A+, alors je crois qu'il y a moins aujourd'hui, ça n'existe plus. Et si on devait placer sur cette échelle, une application standard, moi je la mettrais en A+. C'est-à-dire une application avec des ins and else, une application qui n'utilise pas du machine learning, elle serait en A+. Et puis, on a positionné sur cette échelle les typologies de modèles qu'on utilise régulièrement. Et on voit que, entre une régression linéaire et un réseau de neurones, donc on est une régression linéaire, on est sur quelque chose qui est sur du A ou du B, et des réseaux de neurones, on a aussi le cas pour des modèles plus complexes à base de stacking, eh bien on passe de AB à F ou G. Et pour ça, lorsqu'on fait ce pas-là, on multiplie par 1000, voire 10 000 le nombre d'opérations qui sont effectuées par ces modèles, donc le nombre de calculs, donc la consommation CO2, donc la consommation d'énergie, donc la consommation d'eau. Donc déjà, il faut se poser la question, pour le data scientist, OK, d'être conscient de ça et de se dire, bah, je vais peut-être pas démarrer par le réseau de neurones, je vais déjà commencer par quelque chose d'un peu plus frugal, peut-être par du A ou du B, puis ensuite du C, du D et du E. Donc pour les data scientists, voilà, il se doit, avec cet outillage-là, de faire des choix en conscience sur la typologie du modèle qu'il va utiliser. Et à côté de ça, c'est pas qu'un sujet du data scientist, parce que c'est aussi un sujet métier. Quand je fais une campagne marketing, par exemple, bon, bah, si je me trompe sur le ciblage des clients auxquels envoyer le mail et que j'en envoie par erreur, c'est pas très grave. Donc on n'a peut-être pas besoin d'avoir un modèle, aux petits oignons de type réseau de neurones qui va craquer toutes les performances. Par contre, dans d'autres cas d'usage où je vais être safety critical, ce qu'on appelle safety critical, ça concerne par exemple le véhicule autonome ou l'aéronautique, où il y a des vies humaines en jeu, et bien là, je vais avoir des exigences beaucoup plus importantes en termes de performance ou de la santé, bien évidemment, hein. Si je pose un diagnostic de santé, eh bien, je vais avoir des exigences beaucoup plus importantes sur la performance du modèle. Donc, pour revenir au constat qu'on faisait tout à l'heure de se dire 0,3 points, 50% de CO2, se poser la question, oui, mais pourquoi? Est-ce que c'est pour du marketing? Si c'est pour du marketing, c'est peut-être pas intéressant. Si c'est pour de la santé ou du safety critical, oui, ça vaut le coup d'investir sur un modèle plus performant pour aller chercher de la performance.
Alors quelques résultats qu'on a trouvés nous, en se disant: «Bon, on a cet équilibre-là à trouver entre la performance pure du modèle et le besoin métier et la consommation de CO2». Et ce qu'on a parce qu'au-delà des papiers de recherche qu'on a lus, on a voulu tester. On aime bien se faire une idée concrète chez Octo et on a réussi à diviser par 2 l'énergie consommée sur des modèles de type réseau de neurones en divisant et quand on divise par 2 l'énergie consommée, mécaniquement, on divise souvent par 2 le temps de réponse en inférence. Donc en plus d'être écologique dans l'approche, on apporte un service utilisateur qui est plus performant parce qu'on divise le temps de réponse par 2 en faisant appel à ce modèle. Et tout ça, surtout, en faisant, on va dire, des concessions sur la performance du modèle qui étaient très faibles, jusqu'à 2 points de perte. Alors 2 points de perte, c'est quoi? C'est j'ai un modèle qui score 96, et bien là, je vais avoir un modèle qui va plus scorer 96, mais 95 ou 94, mais qui va avoir une empreinte énergétique divisée par 2. Donc nous, on pense que ça vaut le coup de se poser ces questions-là et donc d'engager des outils, une démarche, une acculturation euh, pour permettre ces gains-là. Alors pourquoi je vais aller assez vite, pourquoi les entreprises s'intéressent au Green AI? Bon, il y a des objectifs très court terme, c'est le coût. Voilà, on va taper sur le porte-monnaie. Si je divise mon modèle par 2, il va me coûter beaucoup moins cher et quand on connaît le prix d'une GPU sur un réseau de neurones, eh bien, utiliser 2 fois moins la GPU, c'est quand même super intéressant. Donc il y a des gains immédiats. Il y a des gains un peu moins immédiats sur l'image de ces entreprises, que ce soit l'image en externe si pour ses clients qui vont acheter des produits éco-conçus, mais également en interne. On voit aujourd'hui que l'écologie se diffuse partout, elle devient vraiment culturelle. Et aujourd'hui, pour attirer de nouveaux talents ou garder les talents que vous avez en place, eh bien, c'est important d'inscrire cette démarche écologique, y compris dans la data science. Donc ça, c'est la partie plutôt carotte. La partie plutôt bâton, bah, c'est la réglementation. Il y en a déjà aujourd'hui quelques-unes qui sont un peu timides, on va bien se l'avouer. Mais il y a l'IA Act qui arrive, hein, avec une mise en place dans les 2 ans. Et là, il va y avoir beaucoup plus de contraintes et beaucoup plus d'incitations sur une IA plus responsable. Sur le long terme, bien sûr, ben, il y a beaucoup de sens, c'est très vertueux. En tout cas, nous, on y croit beaucoup. Ben, voilà, si je fais un modèle qui est frugal, éco-conçu, ben, c'est bien pour ma planète et c'est bien pour tout le monde. Pour ça, je vais aller très, très vite. On a identifié 3 axes. Donc, il faut former vos data scientists et les acculturer au Green AI. Il faut analyser votre existant, combien de modèles vous avez en production pour faire un diagnostic. Et ce diagnostic devra permettre d'engager un certain nombre de chantiers, notamment autour de votre plateforme, pour la faire évoluer. On n'aura évidemment pas les mêmes enjeux si on a moins de 10 modèles en production ou si on a 300 modèles en production. C'est pour ça qu'il faut contextualiser la démarche de Green AI et l'évolution de la plateforme et des pratiques de vos data scientists. Et je vais essayer de finir en 1 minute sur la partie hardware. Pour rebondir un petit peu sur ce que disait Eric tout à l'heure. Euh, le cerveau humain, nous sommes vraiment des bijoux de frugalité. Notre cerveau, c'est 25 watts de consommation en permanence pour faire à peu près 10 puissance 16 opérations par seconde. Une carte GPU, c'est 300 watts pour faire seulement 10 puissance 12 opérations par seconde. Donc on multiplie avec le matériel dont on a à disposition aujourd'hui, qui est principalement du transistor, hein, que ce soit des TPU, des GPU ou des CPU, on fait 10 000 fois moins de calculs pour une consommation qui est 10 fois supérieure. Alors, à quoi sont dus ces écarts? Je vais vous l'introduire assez rapidement également. Ces écarts sont dus à l'architecture de von Neumann et aux transistors qu'on a dans nos puces aujourd'hui. Et ces puces aujourd'hui, elles passent la très grande majorité de leur temps à déplacer les informations entre la puce et la mémoire. Ça coûte 200 fois plus cher que de faire un calcul unitaire. Et donc, les puces aujourd'hui passent leur temps à faire ça. Alors, on pourrait se dire, bon, bah, OK, on n'a qu'à augmenter la fréquence des puces. Ben non, c'est une mauvaise idée parce que si on augmente la fréquence d'horloge des puces pour aller plus vite, eh bien, en fait, ces puces chauffent et elles vont fondre une deuxième fois et donc être hors d'usage. Et puis, bon, on peut se dire, à côté du cœur de la puce, on a ce qu'on appelle une DRAM qui est très, très rapide, hein, pour accéder à la mémoire. On pourrait dire, bah, faisons une DRAM qui soit beaucoup plus grosse, donc avec un chemin beaucoup plus court vers la puce. Là encore, c'est aussi une mauvaise idée parce que économiquement, ça ne tient pas la route, puisque cette partie de mémoire dans les puces,
Il coûte très cher. Donc pour conclure sur le dernier slide, en fait, aujourd'hui, on voit effectivement le TPU, on a, sur le CPU, et les transistors qu'on a dans nos CPU, dans nos GPU, dans nos TPU, on voit qu'on atteint des limites et elles sont intrinsèques à l'architecture de von Neumann et on voit aujourd'hui apparaître notamment, ce qui est très intéressant, des puces neuromorphiques qui sont beaucoup plus inspirées du vivant et qui vont mettre en place ce que disait Eric tout à l'heure, en travaillant sur les courants électriques, on fera des opérations d'addition et de multiplication qui sont faites par millions dans nos modèles de façon beaucoup plus efficiente d'un point de vue énergétique. Je ne parle pas de l'ordinateur quantique puisqu'on n'y est pas, et on y sera dans quelques dizaines d'années encore. Voilà, alors on fait un petit peu de pub, on a la grosse conf qui arrive le 27 mars 2024. On va y parler de GenAI, bien évidemment, on va y parler de MLOps, on va y parler aussi d'IA responsable, avec plein de speakers super intéressants, plein de présentations qui seront, on l'espère, très inspirantes, en tout cas on y croit, elles nous inspirent beaucoup, et on espère vous retrouver aussi rapidement sur la grosse conf Data and AI qui a lieu à Paris le 27 mars.